Nous sommes mardi le 28 janvier 2025 à Yaoundé au Cameroun. Merci très chers téléspectateurs d'être toujours en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné, nous sommes donc mardi, fidèles à notre règle. Il s'agit de mardi entrepreneuriat. Un volet de l'entrepreneuriat nous interpelle ce matin. Nous allons parler de la collaboration mais également de la compétition en entreprise avec une interrogation. Comment jumeler les deux attitudes entre collaboration, maintenant compétition? C'est la problématique majeure de ce mardi entrepreneuriat. Toujours dans le cadre de ce programme, on marquera aussi un arrêt avec Claudia, la très étincelante qui nous amènera pour une balade informationnelle au niveau de nos kiosques. N'oubliez jamais la dénonciation, elle est restée intacte, elle restera. Ici, chez nous, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, justement, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Pour pouvoir bénéficier de tous ces délices, le canal 6 répond présent, mais également le canal 317 sur Canal Plus International. Vous serez donc à pic sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà présents. Maxime Julien Ibrahim, j'espère que l'ordonnancement est bien. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Ici, c'est vrai que c'est un nom qui n'est que composé de prénoms. Ibrahim Maxime Julien, c'est comme ça que c'est. Quelqu'un me demandait justement, hein, mais c'est quoi ce monsieur-là? Il n'a que des prénoms. Ibrahim Maxime Julien. C'est quelque chose de particulier, parfait, ici, qui est propre à ce que mes parents ont sauté. Donc, quand on dit c'est monsieur qui, je dis c'est monsieur Ibrahim. On cherche les prénoms, ben c'est Maxime Julien. En tout cas, je vais très bien ce matin et je vous salue. Je transmets également les salutations du philologue pour vous rassurer que il y a l'École nationale supérieure des travaux publics. Pas cette fois-ci des mines, d'où je proviens, mais des travaux publics qui vous suivent très activement et ils vous passent le bonjour. Merci à l'École des travaux publics. Ce sont de très grandes écoles de formation au Cameroun, des vieilles écoles de formation également. À l'époque, elles avaient véritablement du vent en poupe. Elles étaient très respectées. Lorsque un bonhomme sortait de l'école des travaux publics, d'abord il était ingénieur et il était respecté dans la société. Depuis un certain temps, je peux me tromper, j'ai la nette impression que ce n'est plus ça. L'école de travaux qui forme les ingénieurs, à côté il y avait également Polytech et elles sont d'ailleurs pas très loin, c'est presque toujours le quartier Mélène. Polytech qui formait également des ingénieurs. Tout à fait. Il continue toujours de former des ingénieurs, parfois ici, qui font preuve d'une certaine innovation et d'une grandeur d'âme d'esprit. Bien des choses donc à tous ces produits qui sont sortis de l'école des travaux publics et bien des choses également à ces étudiants qui se forment dans cette prestigieuse école. À côté de Ibrahim Maxime Julien, nous allons accueillir un vieux de la vieille, mais il nous a abandonnés depuis 2 longs mois. Il est venu ce matin pour nous dire bonjour. On l'accueille également, Paul Toit. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à mes compagnons de ce matin. Non, je ne vous ai pas abandonné. C'est juste que j'ai passé une fin d'année assez difficile. Oh là là. Avec la perte de ma nièce. Donc, il a fallu un peu de temps pour que je puisse me recueillir. Déjà, je vous félicite du nouveau format que vous avez donné à Espace Miné. En introduisant d'autres rubriques comme l'entrepreneuriat, qui est, à mon avis, le centre même du développement de notre pays. Parce que si vous n'avez pas d'entrepreneurs, si vous n'avez pas d'artisans, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous développer. Un pays voué à l'échec. À l'échec. Et c'est pour ça que vous voyez que les politiques mises en place depuis un certain temps n'ont pas atteint la vitesse qu'il fallait parce que premièrement, il y a très peu de ressources humaines qualifiées dans les domaines où on en a besoin. Vous avez évoqué tout à l'heure l'école polytechnique et l'école des travaux. C'est des écoles où on doit renforcer les curricula, où on doit... Parce que c'est d'eux dont on a besoin. C'est-à-dire que, je prenais l'exemple, je disais à un professeur il y a 2 jours que le président veut bien faire un certain nombre de choses. Mais lorsque vous construisez un barrage, comme la Chigal, comme Menveleux, comme tout ce que vous voulez, comme Mekin,
il faut avoir une ressource humaine endogène capable de pouvoir faire au minimum la maintenance. Tout à fait. Or, si vous construisez par le biais d'une entreprise étrangère et que vous ne pouvez même pas faire la maintenance, le jour que vous avez un problème, L'ouvrage va tomber. l'ouvrage va s'arrêter carrément. Tout Et à fait. ce pays peut vous faire le chantage même. D'accord? Donc, l'école polytechnique, l'école des travaux, c'est des écoles qu'il faut renforcer. D'ailleurs, en France, l'une des plus grandes écoles, ce n'est pas l'ENA comme les gens pensent. L'une des plus grandes écoles en France, c'est l'école des mines et à côté Polytechnique. Et tous ceux qui sont sortis de Polytechnique, c'est eux qui tiennent l'économie française entre les mains. Donc je vous félicite grandement pour cette initiative prise. Je crois que vous devez renforcer cette initiative-là en invitant beaucoup plus les acteurs du marché. Parce que nous, qui sommes par exemple chefs d'entreprise, nous avons du mal à trouver de la ressource humaine dans les domaines où nous voulons travailler. Merci, merci Léopold toi. On a été confronté à un problème au Cameroun pour rester en droit de ligne quelque part avec ce que vous disiez. Je pense que c'est lorsque on mettait sur pied le pipeline Tchad Cameroun. Léopold, vous savez, l'une des difficultés que le Cameroun a eues, Oui, j'en parle. on n'avait pas même les soudeurs. Oui, j'en parle. Les soudeurs. Vous allez même loin parce on que est obligé d'aller les chercher en Colombie, ainsi de suite. Et les soudeurs. Non, ce que je dis, c'est que je discutais avec un professeur de lycée l'autre jour et je lui disais, ok, il est bien beau de raconter un certain nombre de choses, mais au Cameroun, vous allez même dans la soudure hydraulique qui est assez complexe. Au Cameroun, vous n'avez pas de cordonnier, Voilà. vous n'avez pas de boucher au Cameroun, vous n'avez pas de main-d'œuvre dans les secteurs qui intéressent. C'est pas le petit gars qui vend la viande au marché de Sam là, c'est pas un boucher. Et les gens qui frappent là, avec les petits ce ne sont pas des cordonniers. Ah bon? Quand vous allez en France, je parle toujours de ce pays parce que j'ai visité ce pays, j'ai visité leurs usines et toutes ces choses-là. Quand vous allez en France, il y a une école en France qui s'appelle les Compagnons du Devoir. Cette école forme au métier simple que les gens négligent ici. D'ailleurs, un des leurs est au Cameroun. Il a ouvert une boucherie, il est multimilliardaire. Il est multimilliardaire. Une boucherie. La boucherie, elle est à Bastos. Je ne vais pas simplement donner le nom ici pour des raisons de publicité. Donc, quand vous négligez la formation pratique, monsieur Aïssi, vous allez chuter. Au Cameroun, aujourd'hui, d'accord, nous commandons encore de la friperie. Ouais. Pour à peu près 100 milliards de francs CFA chaque année. La friperie. La friperie, c'est-à-dire que pour se vêtir. Or, que faisons-nous pour former des couturiers, des tailleurs, comme on appelle vulgairement? D'accord? Donc, si vous ne mettez pas en place ces programmes, vous ne pouvez pas vous développer parce que quand vous vendez votre pétrole, votre argent ressort tout de suite. Parce que vous allez acheter la friperie, vous allez acheter la bouffe, vous allez acheter... Donc, il faut revoir les curricula de formation au Cameroun. Et c'est quelque chose de très essentiel. C'est compris. Voilà justement pourquoi nous avons mis sur pied ce concept sur Info TV. Mardi Entrepreneuriat. Tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. L'objectif étant d'amener le plus grand nombre de Camerounais, le plus grand nombre d'Africains et surtout, notre principale cible, c'est la jeunesse. D'amener le plus grand nombre de jeunes à s'intéresser au volet entrepreneurial. Au Cameroun, Léopold toi est chef d'entreprise. En face de lui, nous accueillons Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Papa, ici bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous avez failli faire le Congolais bon. Hein? Oh, la nouvelle année avec J'ai cru que vous alliez manger du chien. Non, pas vraiment. Vous savez, dans certaines ethnies, avant de manger du chien, c'est tout un rite. Les hommes se mettent en Congolais bon. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, le Congolais bon, c'est quoi? On enlève tous les cheveux de la tête. Et la tête brille. De temps en temps, on mettait de l'huile. Et on tue donc le chien. Et pour tuer même le chien, c'est tout un rituel. Je ne le dirai pas ce matin. Quand on finit donc de préparer ces chiens, ils viennent donc manger les hommes. Tous ont le crâne nu.
Le crâne nu, comme des véritables sorciers. Tous ces sacrifices-là, juste pour manger le chien. Ah ben oui. Alors Joseph Zambo est également chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat. Il nous accompagne tous les mardis. Nous allons accueillir également notre consultant, Pierre Blériot-Niémec, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il reste le digne fils de Boumiébé, descendant de Oumniobé, alias Castou, pour l'année 2025. Pierre Blériot-Niémec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, Blériot, vous gardez le microphone pour la sagesse de ce mardi. Il faut accepter que la chance soit aussi une modalité de la vie. Et contre celle-ci, point de complainte. Ça veut dire quoi? On peut reprendre? Il faut accepter que la chance soit aussi une modalité de la vie. Et contre celle-ci, point de complainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, à côté du travail, à côté de l'hérédité, il y a aussi la chance qui régule la réussite dans cette vie. Et il ne faut pas condamner ceux qui en ont été bénéficiaires. La vie est ainsi organisée. Si nous sommes nés par exemple au Cameroun, c'est notre malchance? c'est notre chance. Ah, d'accord. Donc c'est notre chance. D'accord. C'est notre chance, puisque nous avons tout un continent. D'autres sont nés ailleurs. Non, on ne peut pas enlever dans la réussite d'une vie le facteur chance. Mais personne ne peut s'opposer, personne ne devrait contrarier la chance. Elle décide de s'établir là où elle veut. Merci Pierre Blériot-Niémec. Il ne faut pas mettre de côté le facteur chance. Accueillons l'unique dame sur le plateau, Vanessa Inel Kenyé. Bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour aux consultants, bonjour à tous vos invités ce matin et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent à la maison. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors je souligne que vous êtes journaliste. Ah oui, c'est bien ça. Entre-temps, être sur un plateau typiquement masculin, vous avez des frayeurs ou bien ça vous rassure? Non, ça me rassure beaucoup. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Vous n'avez pas peur? Non, du tout. Il y a quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas peur il y a quelques heures dans un pays. On en parlera tout à l'heure. Le Cameroun est un pays béni. Marquons une touche pause. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, Parfait. Ici, c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi. C'est vrai que j'avais eu un collègue ailleurs, hein, comme il avait toujours des problèmes comme des petites femmes, comme des femmelettes. Donc quand il pensait qu'il avait des problèmes contre moi, et moi j'étais toujours le sacré modérateur, je dis bonjour tel. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs, je suis bien d'être là, je suis content d'être là aujourd'hui. Mais la politesse voudrait que lorsqu'on te dit bonjour, oui, tu réponds d'abord à la personne qui t'a dit bonjour. Maintenant tu vas donc dire bonjour aux téléspectateurs.
Tu vois comment tu t'es rattrapé, non? Oui. Tu as d'abord commencé à dire bonjour, tu t'es rendu compte que c'est pas possible. Non, Il faut qu'elle dise aussi bonjour à Parfait qui m'a sauté bonjour. Bon, on n'a aucun problème. Et donc, comme il avait des rassurez-vous. comportements un peu villageois, il pensait que, quand on a eu quelques soucis avant l'émission, il ne peut donc plus me dire bonjour. Il oublie que là, nous sommes bien à l'antenne. Exactement. Et que les téléspectateurs, ils ne veulent pas savoir, hein, si vous avez bagarré avant l'émission. C'est bizarre, et j'avais aussi suivi une histoire Et c'est là, pareille. moi, je le dépassais. Quand on venait dans l'antenne, je dis bonjour. Et je le regarde. Je dis bonjour aux téléspectateurs, je suis content d'être là. Comme au village. Parfois, j'avais Derrière, suivi c'est une de qui il histoire, s'agit. une histoire pareille de co-présentatrices qui devaient co-présenter un journal bilingue. Apparemment, avant le journal, il y a C'est allé fort. Ça allait très fort. Quand ils arrivent à Sur le l'antenne, plateau. sur le plateau, bonsoir Mélissa. Bonsoir Catherine. Mais c'est quoi tout ça? En réalité, hein, Claudia, Oui, c'est un manque criard de professionnalisme. exactement. Si je suis le patron de cette chaîne, je te vire. Ah ben oui. Vous savez, on va parler de collaboration tout à l'heure, ça tombe bien. Uh-huh. Claudia, on n'est pas obligé de se faire les bises à la bouche, mais Exactement. on est obligé de travailler ensemble. Tout à fait. Tout comme toi et moi, nous ne nous aimons pas. Mais te voilà assise à côté de moi, là. Bien oui, Vous je vous sais aimez que pas. tu- Ouais, ouais. Je crois que Toi et moi, nous ne nous aimons pas. Te voilà assise, là, je te Je crois supporte. que Là. Moi-même, je te Claudia fait supporte. des jaloux. Parce que la dernière fois que j'étais dans cette émission, elle avait fait une grande déclaration Qu'elle aimait pas faire. qu'elle aimait parfait. Je crois que ça avait mis Blérieux un peu dans ses roues. Exactement. Oui. Donc c'est ça le nœud du problème. Il était jaloux. Il était jaloux. De toutes les façons, Claudia nous a retrouvé la petite. Elle nous amène en kiosque comme d'habitude. Claudia, que disent les journaux? À la une ce matin, Parfait ici, présidentiel 2025, Paul Biya est le candidat des chefs traditionnels. C'est l'information qui barre la une du quotidien. Info Matin, le choix a été fait hier au cours de la réunion élargie du bureau exécutif des auxiliaires d'administration sous la présidence du MINAD Paul Tongendi. Le bal de la présidentielle est donc ouvert et les chefs traditionnels entrent dans la danse, nous fait savoir le quotidien Mutation. Le tabloïd indique par ailleurs que les dirigeants traditionnels assurent de leur contribution dans l'organisation du scrutin, dans le calme et la sérénité. Le journal Le Jour nous révèle ce matin qu'en ce qui concerne la présidentielle, les chefs traditionnels s'en mêlent aussi. Et c'est au Palais des Congrès de Yaoundé que s'est tenu ces travaux. Nous restons avec Le Jour. Je vous donne tout de suite la dernière actualité sportive qui fait la une. Eh bien, l'attente fut un peu longue pour les amoureux du football. Le tirage au sort exécuté hier à Rabat a permis d'être fixé. Sachez que pour la CAN Maroc 2025, le Cameroun est dans la poule F avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. Autre information à retenir, ce 28 janvier, le président de la République préside cet après-midi au Palais de l'Unité la cérémonie de présentation des travaux de la commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur les événements survenus entre 1945 et 1971, un sujet d'intérêt qui fait la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, répression des indépendantistes par la France. Paul Biya reçoit le rapport aujourd'hui. Faisons le point sur l'émission Défis et réalisations 2024, perspective 2025 au ministère de la Défense. Thierry Patrick Kondoa passe au pain fin. Le MINDEF, les fronts embellis, conclut-il. Dans la suite des informations du jour, le messager nous amène à Batouril. On apprend qu'on passe de la mine à la morgue de ce côté. Ce qui se passe exactement, c'est que la liste des morts s'allonge en raison de l'utilisation non appropriée du mercure dans le site. À ce sujet, des associations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement, renseigne le journal. Le du Sahel fait de l'Assemblée nationale sa grande une. Guy Baï Gatama nous montre dans sa parution du jour comment Kavaye Guy Dibril a évincé ses secrétaires généraux adjoints. Allez-y découvrir les différentes méthodes utilisées en page 5. Et puis, zone économique spéciale, Thierry Ekouti s'interroge pourquoi ça tarde à démarrer. L'économie quotidienne nous donne quelques détails sur cette actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces espaces censés assurer aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités peinent à être viabilisés.
Pour clôturer cette revue de presse, Actu Info nous propose de découvrir ce qu'on appelle le terrorisme foncier. Le phénomène fait déjà des victimes. On apprend ce matin que c'est Toto Guillaume qui est victime d'une double vente. Les faits se déroulent dans la région du littoral. D'après le tabloïd, des bulldozers attaquent l'immeuble non bâti de l'artiste camerounais dans la nuit du 22 janvier à Bonamoussadi, par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Excellente journée à vous, parfois ici, et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain, 10h. À demain, 10h. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Merci. Au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations, nous aurons quand même également retenu qu'il y a cette assemblée des chefs traditionnels du Cameroun qui s'est tenue hier du côté du palais des congrès de Yaoundé. On retiendra aussi que le tirage au sort pour la CAN au Maroc 2025 a également eu lieu hier du côté de Rabat. Je commence par les chefs traditionnels. Le pôle Ottawa, les chefs traditionnels Simel. Ils ont tout simplement demandé au président Paul Biya d'être à nouveau candidat pour l'élection présidentielle 2025. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils s'expriment au nom de leur association. Et je pense que la liberté d'expression, elle est effective au Cameroun. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut émettre les souhaits qu'il veut, selon les intérêts des uns et des autres. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fait grand bruit. Est-ce que, comme je le prédisais déjà il y a quelques semaines, lorsque les hommes d'église, notamment les évêques de l'église catholique romaine au Cameroun, avaient estimé que la candidature du président Paul Biya était de trop, je prédisais qu'on risquerait d'avoir également d'autres forces au niveau de la société qui pourrait aussi se lever pour dire nous demandons plutôt au président Paul Biya de se présenter. Voilà donc les chefs traditionnels des 4 aires géographiques du Cameroun qui se sont tenus hier avec une autre information. Leur chef, c'était le Lamido, Alim Ayatou, père à son âme, qui n'est plus de ce monde. Maintenant, il s'agit de Sa Majesté Ndjomo de la Leki, qui devient le chef de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Non, les chefs se sont donc levés pour soutenir le président. On dira que c'est parti pour un petit tour en termes de soutien et contre-soutien. Oui, mais je pense que tout le monde doit s'exprimer librement. Il ne faudrait pas que lorsque d'autres diront qu'ils ne soutiennent pas, qu'on tombe sur un bras raccourci. C'est le jeu politique. Et le jeu politique, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce que les chefs politiques, les chefs traditionnels au Cameroun, peut-être qu'ils ont bien des avantages avec le président Paul Biya, d'ailleurs, qui leur a fixé un salaire. C'est des salariés de l'administration camerounaise. Tout à fait. Donc, les chefs de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un salaire mensuel. Voilà. Donc, pour eux, il est peut-être de bon ton de continuer dans cette lancée. Tout comme pour l'Église, il est de mauvaise loi que le président se présente. Mais tout ça participe du jeu politique. Et cela doit se faire dans une ambiance saine. Pierre Blériot, Niemek, tout cela participe du jeu politique. Cela doit se faire dans une ambiance saine, selon Monsieur Toua. Les soutiens du président Paul Biya se lèvent donc de plus en plus. Votre regard? Alors, vous savez que la chefferie traditionnelle a été violée. Comment ça? Au Cameroun. De plus en plus, des forces exogènes, des forces administratives s'introduisent dans les familles pour fabriquer des chefs, première chose. Deuxième chose, parmi ces chefs, j'ai lu qu'il y avait Sa Majesté Famdongo. Parmi les signataires, peut-être vous n'avez pas tout le document. Les chefs qui ont... Mais il est chef. Oui, de 3e degré. Bon, je lis aussi Alim Ayatou, c'est ça, qui était... Oui, c'est lui qui était le chef. Il qui était pas en même temps,
qui était l'Amido et qui avait assumé de hautes fonctions. Il y a que leur chef suprême, avant le président Paul Biya, c'est le MINAT. Tout à fait. Qui a assisté à leur réunion. Je crois que c'est la dictée préparée. Comment ça? Vous faites votre réunion. Et puis il y a le MINAT, votre chef suprême qui est là. Oui, c'est le Non, protocole. il n'a pas à être là. Mais toi, tu as dit que c'est le chef des chefs traditionnels. Oui, donc, quand la je l'ai dit, tutelle. c'était pour m'en moquer, en C'est fait. la tutelle. Si les journalistes doivent débattre de leur vie, on n'a pas besoin de la présence du ministre de la Communication. Il peut ouvrir les travaux, partir. Donc, de toutes les façons, chaque village a son chef. Chaque personne a son chef. Moi, mon chef n'était pas dans l'affaire là, donc je ne connais pas ces chefs. Moi, j'ai mon chef. Il faudrait te dire qu'il y avait une centaine de chefs. Mais j'ai dit, le mien n'était pas là. Mais si le tien n'était pas là, c'est même dangereux. Si j'apprends même qu'il était là, allez le basculer. nous déclenchons une procédure pour... Laquelle? Non, qu'il aille d'abord. Donc, Vous menacez votre chef. est-ce que mon chef peut même venir comme ça? Mon chef, lui, Donc, il est... pour que le chef vienne au travail, on doit avoir ton avis. Non, notre chef a hérité d'une vraie chefferie. Et les autres qui étaient là, ce sont des fausses chefferies. En général, un vrai chef se déplace avec l'assentiment de sa population. Il a l'onction de son peuple. On a ici des gens qui montrent ce que la chefferie traditionnelle est en train de devenir. La chefferie traditionnelle ne devrait pas... Vous savez que dans beaucoup de villages, des bureaux de vote sont au niveau de la chefferie, non? Vous savez qu'il y a des bureaux de vote à la chefferie. On vote à la chefferie. On vote dans les écoles. Une fois que le chef... Parce qu'il faudrait encore que les gens qui maîtrisent le droit... Une fois que le chef, qui reçoit très souvent des bureaux de vote, lui, il se prononce comme étant en faveur de tel ou de tel candidat. Où est sa crédibilité pour la suite du processus? Pierre Blaireau, Oui. là n'est pas le débat. Hein. Le débat est où? Le débat est au niveau que les évêques de l'Église catholique romaine se sont levés, ou alors certains, il y a quelques semaines, pour dire que le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. C'est pour cela que lui s'est choisi les chefs qui devaient répondre aux Entre-temps, évêques. donc, les chefs traditionnels aussi se sont levés. Une centaine Ton de chef chefs. s'est levé, ton chef. Je disais donc que les chefs se sont levés pour dire Moi, qu'ils soutiennent la candidature du président. Mais je dis Lui, que pour c'est- toi, c'est pas ça le débat? Je te réponds donc que c'est le problème. Toi, ton chef s'est levé. Ton chef mais est parmi les chefs là. D'ailleurs, mon chef est actuellement Ah, il le était... président. Voilà. C'est ton chef. Donc, Guicha, Sa voilà, Majesté Djoma. Guy Chalandjomo. Voilà, ok. Donc, c'est est le chef des chefs. Mais maintenant, c'est pas là. Moi, mon chef n'est pas là. Donc C'est je pas connais là où pas. se situe le débat. Le débat est où? Le Dis-moi. débat se situe au niveau où des organisations, l'Église catholique c'est une organisation. Tout à fait. Tout le monde n'est pas catholique. Au Cameroun, vous avez des musulmans, vous avez des athées, vous avez. Il y avait les bouddhistes. Maintenant, les catholiques, c'est-à-dire le patron de l'Église catholique, qui ils sont réunis en conclave, je crois, ils ont dit, bon, on n'en veut plus. C'est leur... Et vous savez quel était le débat, non? C'est- Que les catholiques n'ont pas, l'Église n'a pas à s'en mêler. Oui, mais c'est pour ça... Mais les chefs, eux, ils sont à s'en mêler. Non, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Ah, c'est la réaction du RDPC. C'est pour ça que j'ai dit ceci, d'accord? Tout cela participe du jeu politique. Mais maintenant, on doit laisser Je disais- les uns et les autres Paul, s'exprimer toi, on devait de donc façon libre. Si on avait donc commencé, quand les évêques l'ont fait, comparaison n'étant pas raison, si on avait commencé à dire que tout cela participe du jeu politique, on n'aurait pas fait ce randam qu'on a fait. Non, mais Contre peut-être- les- non, mais- On a même monté des catholiques pour insulter On n'a que, les évêques. deux factions. Hein. Demain, peut-être c'est la faction des transporteurs routiers qui diront on n'en veut pas. C'est pour ça que nous disons au ministre, Très bien. c'est pour ça que nous disons au ministre d'être le plus républicain. J'espère que possible. les mêmes pontes qui ont Merci. écrit contre les évêques vont écrire contre les chefs. Merci, Voilà. merci Pierre Blériot. Nous allons également dire que hier, c'était un grand événement du côté de Rabat. On retient que le Cameroun sera donc au groupe F pour la Coupe d'Afrique 2025. Il y a eu tirage au sort au niveau des matchs de poule. Hein. Le Cameroun est donc logé au groupe F. Il affrontera la Côte d'Ivoire.
D'ivoire, le Mozambique et le Gabon. Ah ben oui, affiche de rêve, affiche exceptionnelle, vous le savez, à chaque fois que le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire, c'est véritablement épique. Je vais d'abord vous proposer de suivre une réaction de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, quelques minutes après le tirage au sort. C'était hier à Rabat au Maroc. Quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors bien sûr ils ont gagné le dernier camp, c'est Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. J'ai envie de rire, hein, parce que là, je ne comprends rien. Non, mais pourquoi parfait. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Vous savez que Eto'o est assis sur deux fesses. Oui. Il a de la famille en Côte d'Ivoire et il est camerounais. Sa femme est ivoirienne. Donc pour lui, le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est un match difficile. Ah bon? Oui, c'est un match extrêmement difficile. Toi, c'est quoi ça comme ça? Non, c'est ça. Est-ce que nous parlons de la même chose? Oui, nous parlons de la même chose. Parlons pas la même chose. Pourquoi est-ce que vous voulez jeter le sélectionneur au chien? Non, parce que Léopold, on se calme, on va doucement, on est méthodique. Oui, on a posé une question à Marc Brice sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire et comment justement a dit qu'il a appris que ce sont, donc je le paraphrase, hein, que ce sont des rencontres qui ont plusieurs histoires et ainsi de suite. Il est conscient de cela, il a appris et il continue en disant qu'il n'a pas peur d'Eto'o, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la, il n'a pas peur de la belle famille. Il y a la belle famille là-bas. Où est le lien avec la belle famille d'Eto'o? C'est très important. C'est très important, parfait. Pourquoi? Mais vous voulez nous embrouiller là sur le plateau? Non, je ne vous embrouille pas. Bon, moi, je vais passer la parole à Ibrahim. Ibrahim. Je prends la réaction à chaud. Est-ce que vous comprenez cette réaction de Marc Brice qui est appelé à s'exprimer sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire au niveau de cette Coupe d'Afrique à venir? Et lui nous dit que lui n'a pas peur d'Eto'o. Parfois ici, je crois que Eto'o, c'est une icône emblématique pour le continent africain. Et que quand lui, il pense au Cameroun, il pense d'abord à Eto'o. Autrement, Eto'o ne serait pas sorti de sa bouche. La question était claire. Il y a le match Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il parle de Eto'o et il parle de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'Eto'o lui seul, en fait, représente tout le Cameroun. Et que peut-être ce qu'il fait, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un signe, parfois ici. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée. Ou il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on te pose une question simple et tu attaques ouvertement, de façon inappropriée, le président de la FECAFOOT, ça veut dire parfois ici qu'il peut y avoir de potentielles tensions dans l'air. Autrement, je ne vois pas pourquoi il se serait engagé sur ce sentier-là. Très bien. On passe la parole à Pierre Blériot. Hein. Pierre Blériot, quand moi j'ai suivi cette interview, je me suis posé mille et une questions. Je n'ai rien compris. Mais finalement, notre sélectionneur, le Belge Marc Brice, il voit Eto'o partout, il voit Eto'o dans ses rêves, il voit Eto'o quand il mange, il voit Eto'o lorsqu'il va emprunter son véhicule, il voit Eto'o partout. Bon, parfait, ici, vous savez, j'ai beaucoup de gêne à parler encore de cette affaire en général, lorsque ce nom revient. Mais puisque vous insistez, je vais vous faire remarquer deux choses. Oui. Parfait ici est DG d'une structure, je me rappelle. Et son PDG veut aller... C'était une télévision. Son PDG veut aller débattre de l'achat d'une autre télévision. Il prend l'ancien DG pour qu'ils aillent débattre. Quel est le rapport? Mais, alors Parfait va dire que je n'ai pas peur de ce DG. D'accord? Je n'ai pas peur de... En fait, est-ce que vous-même, vous avez vu la disposition des sièges lors de cette affaire? C'est-à-dire le président de notre fédération est allé, comment vous appelez ça, à la cérémonie de tirage au sort. Il se faisait accompagner de qui? Soyez honnête.
Qui était assis à côté de lui? Je n'ai pas prêté attention. Hein, l'ancien sélectionneur. Oui, Robertson était devant. Oui. Non, il n'était pas sur le même niveau quand non, même. Il était devant. Ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre ce que je dis. Marc Brice est bien éloigné là-bas. Oui. Il n'est pas avec eux. Eux, ils sont assis dans le même bloc. On est d'accord? Au moins, Ibrahim, on est d'accord qu'ils sont dans le même bloc. Robert est devant et toi est juste là derrière. Quel est le message? C'est-à-dire, c'est Papa ici le directeur. Mais c'est l'ancien directeur qui est assis avec toi. Donc, je n'ai pas un seul adversaire. J'ai comme adversaire la Côte d'Ivoire. J'ai aussi comme adversaire toi. Si je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Mais Blériot... Mais tu as donné ton explication, hein? Je ne sais pas. Mais Eto'o devrait même être ivoirien aussi. Peut-être même qu'il l'est. Donc moi, quand on épouse une femme quelque part, je te dis que je te réponds directement parce que Marc Brice comprend par ce dispositif que nos querelles ne sont pas restées au pays. Parce que là, vous voyez seulement, je n'ai pas peur de tel. Nos querelles ne sont pas... Tu parlais de la collaboration ici, non, pas fait. On va en parler maintenant. Tu serais content, toi, DG d'Info TV, tu l'as été, d'arriver avec le PDG 20, quelque part dans une cérémonie. Tu trouves qu'il est assis plutôt de son côté avec l'ancien DG et que toi, tu es assis de... Tu vas dire, je n'ai pas peur de 20, je n'ai pas peur de... Donc, en fait, moi, je dis que Marc Brice, c'est mon garçon. Merci. Moi-même, je suis comme lui. Je n'ai pas peur des deux là. On a compris. Voilà. Tu as compris. Joseph Zambou. Voilà. Moi, je veux toujours comprendre. Parce que vraiment, j'insiste que je vais être méthodique. Il peut arriver que les gens ont des troubles comme ça, hein, des troubles de mémoire, des troubles psychiques. Ça peut arriver. Hein. C'est-à-dire qu'on... on te pose la question sur la médecine, tu parles du restaurant. Tu commences à parler de la mécanique. Voilà. Joseph Zambou, vous avez compris quelque chose dans la réaction de Marc Brice lorsque le journaliste est clair. Il lui demande en tant que sélectionneur des Lions indomptables, lui qui va affronter la Côte d'Ivoire, quel est son sentiment? Lui commence à nous dire qu'il n'a pas peur d'Eto'o. Non, en réalité... Eto'o est ivoirien. C'est une situation quand même difficile parce que... personnellement, je vais avoir un regard en tant qu'acteur de la communication et je sais comment ça se fabrique pour se faire intéressant dans un événement. En réalité, il n'y avait que ce sujet-là qui pouvait faire en sorte que la présence de Marc Brice soit connue de tous dans cet événement parce qu'il en a essayé plusieurs fois sans calculer et ça a fait des gros buzz, des grands titres. Et il est fort probable qu'il soit à cet événement et qu'on ne sache même pas qu'il est là. Bon, il fallait à tout prix qu'on sache qu'il était là. Donc, pour qu'on sache qu'il est là, il doit parler d'Eto'o. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler à la télévision. Ça signifie qu'on sait qu'il était là désormais. Merci. Vanessa, votre réaction, je suppose que la chose footballistique vous intéresse aussi. Et comme Blériot veut nous embrouiller, il veut savoir si vous également, vous n'avez pas peur d'Eto'o. Déjà, je n'ai rien contre Eto'o, donc du coup... voilà. Tu n'as pas peur de lui? Moi, je vais commencer à avoir peur de quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit par le sélectionneur des Lions indomptables, je ne sais pas si il marche avec Eto'o dans sa tête, peut-être on va lui dire ainsi. Mais toujours est-il que Eto'o, c'est quelqu'un qui l'a certainement impacté, soit de façon positive ou négative, je ne sais pas. Mais évoquer Eto'o lorsqu'on parle des joueurs du Cameroun, moi je ne vois pas l'importance de le faire. Ça revient parce que l'autre, Zambou, lui, il a dit sur le plateau, peut-être il voulait se faire remarquer et il ne savait pas comment le faire. Et voilà, il a utilisé le nom d'Eto'o. Est-ce que Marc Brice a été traumatisé par Eto'o? Traumatisé, certainement. Parce que Eto'o a failli le bastonner avec les mains. Qui allait gagner? C'est parce qu'il arrive. Tu es sûr que c'est lui qui allait gagner? Selon moi, il est arrivé avec une vision d'implémenter ses règles à lui. Mais il a vu quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui ne se laisse pas dominer, qui travaille avec des règles et des normes. Et je me dis que c'est à ce niveau qu'ils ont eu des confrontations. Et jusqu'ici, il n'a pas encore eu l'occasion, alors il n'a pas encore pu digérer ce qui s'est passé dans les jours antérieurs. Donc moi je pense simplement que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu frustré entre guillemets et qui est obligé par moment de s'exprimer comme ça pour se faire entendre. Alors, merci. Oui, Léopold, je pensais que vous aviez à parler. Non, il faut insister sur cet élément-là. Ah bon? Eto'o a des enfants ivoiriens, non? Et où est le problème? Sa femme est ivoirienne. Voilà pourquoi Marc n'a pas peur de lui. Oui, c'est pour ça, parce que... Toi, tu veux me la mettre sur quel terrain? Ce qu'il faut comprendre, d'accord? Je vous ai dit, Eto'o est divisé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est la question qu'on a posée à Marc Brice. Parce que
ça sera difficile pour lui. Ça sera très... Est-ce que le journaliste a voulu savoir si Marc Brice sera divisé entre l'Alliance Eto'o et la Côte d'Ivoire? Marc Brice, lui, il est belge. D'accord. Mais imaginez que lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, la femme d'Eto'o et les enfants d'Eto'o supportent la Côte d'Ivoire. Ils vont les sceller. Parfait. Bon, maintenant il ne faut pas nous embrouiller. Je voudrais quand même... oui, terminons rapidement. Je voudrais ouvrir 2 autres brèches. Je connais le journaliste qui a mené l'interview. Oui. C'est un petit frère qui est très tonitruant. Il est possible qu'il ait coupé l'interview et qu'il ait fait des raccordements. C'est-à-dire qu'il ait posé une question avant qu'il n'a pas laissé apparaître, relative à Eto'o. C'est Ikoul qui a mené cette interview. Il faudrait le savoir, première chose. Et il savait qu'il a été invité par des moyens... Deuxième chose, Marc Brice parle un français un peu bizarre. Il est possible qu'il n'ait pas dit Eto'o, même si nous on a suivi Eto'o. Parce qu'il dit, je n'ai peur... Écoutez bien, il dit, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur du tout. Si vous voulez dire avec le français... Non, on reprend la vidéo. Remettons la vidéo. Non, écoutez, on remet la vidéo, on revient sur le plateau. On va même faire l'étude phonétique. Oui, bien. Ainsi de suite. Vous êtes libre de remettre, sauf que, je vous dis, le français de Marc Brice... Non, attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Il est clair que Marc Brice n'a pas peur d'Eto'o. Ça, il le lui avait dit lui-même. Donc, c'est pas comme si je le dis là maintenant, ou si on le dit même. Je dis simplement qu'il peut avoir à la fois une manipulation de la part de celui qui a posé les questions. Mais il peut aussi être, ça peut aussi être un problème de prononciation. Vous savez, récemment, on avait un panéliste ici. Je vous prends rapidement cet exemple. Le pasteur, il a dit qu'il a causé avec un pasteur qui lui a dit que avec un commissaire qui lui a dit que les bassins ne s'aiment pas. Quand le pasteur l'a donné, c'est un pasteur, c'est un bassin en même temps. Il a dit Baïha. Il aime wattiser quand il parle même le bassin. Il a dit Baïha. Certains bassins ont entendu qu'il a dit Baya. Or, il y a un commissaire Baïha. Il y a un commissaire divisionnaire SG de la police Baya. Il n'a pas dit Baya. Il a dit Baya. Mais je vous assure, dans les forats bassa, on dit qu'il a dit Baya, alors qu'il a dit Baïha. Merci. Hein. Suivons quand même encore l'élément. Suivant. Quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre 2 pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, je pense bien sûr... Blériot, tu Il n'y a pas de problème de politique ici. C'est tout. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, vous savez qu'on a fait une dénonciation tonitruante hier. Moi, je n'ai pas peur du tout. Vous n'avez pas peur de cet avocat. Est-ce qu'il y a eu évolution? Non, pas encore. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire que maître Chetou résiste. Oui, il résiste. Je n'ai pas peur de Chetou. Donc, parfait, ici la dénonciation de ce matin. Comment je l'intitule? Je l'intitule « Il a brisé sa vie pour un mauvais amour ». Ce monsieur qui nous a envoyé un voice d'une 15aine de minutes, il se demandait s'il fallait que ça passe comme dénonciation ou alors que je lui donne un conseil en privé. Je préfère que ça passe sous la forme de la dénonciation parce que cela permettra à d'autres personnes
qui sont dans les mêmes postures de réfléchir. Parce qu'en général, c'est le but aussi de ce que nous faisons ici. Quelle est son histoire? Il a rencontré il y a 12 ans de cela une dame. Lui, il vivait en Europe. Et il venait très souvent au Cameroun. Il est donc venu il y a 12 ans de cela. Il a rencontré une dame avec laquelle il a eu une relation. Au premier tour, ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était pas une relation très sérieuse. Mais il est revenu 1 an après. Et leur relation s'est vraiment sédimentée. Elle est devenue une relation plus suivie, mieux construite. Il a trouvé que la dame avait un enfant de 2 ans, 3 ans par là. Il s'est mis à s'occuper de l'enfant, ce d'autant plus que la dame a signalé que le géniteur de l'enfant avait disparu du temps de la grossesse et n'est plus jamais réapparu. Il s'est mis à s'occuper de l'enfant, ils se sont mis ensemble, ils vivaient toujours en France, mais venaient très fréquemment. 6 ans après, ils avaient déjà 2 autres enfants, ajoutés au premier qu'il a reconnu, ils en avaient 3. Il a estimé que la vie devenait un peu difficile et qu'il fallait qu'il intègre ses enfants dans sa vie occidentale. Et la formule qu'il a trouvée la plus aisée, c'était celle de se marier à une blanche, de l'autre côté à une belge. Il en a parlé à la mère de ses enfants. Il lui a dit, bon, j'ai une formule. J'épouse une belge ici et je te présente comme ma sœur, mais je dis que les enfants sont les miens. Comme ça, elle et moi, nous reconnaissons les enfants. Les enfants viendront ici, et ainsi de suite. La femme a hésité au début, mais par la suite a accepté. La belle famille a accepté. La Belge est venue au Cameroun. Les deux, tout heureux, se sont mariés. La Belge est rentrée. Ils ont donc commencé à mettre sur pied les mécanismes d'adoption, de reconnaissance des enfants et tout le reste. Sauf qu'entre-temps, la fille et ses cousines ont envoyé des messages à la Belge pour lui dire que non, en fait, je ne suis pas la sœur de ton mari. Je suis la mère de ses enfants, c'est moi la mère des enfants que tu veux reconnaître. Le processus s'est donc grippé, le couple s'est enlisé dans des problèmes, c'est devenu très dur de ce côté, et la femme belge a demandé le divorce. Ce qui est devenu très difficile parce que vous savez, là-bas, les femmes ont beaucoup de privilèges. Les comptes ont été bloqués et tout le reste. Le monsieur a été obligé de revenir au Cameroun. Il a découvert que c'est la mère de ses enfants qui avait fait cela. Il a demandé pourquoi tu as fait ça, mais il s'est remis avec elle. Sauf que sa situation financière a commencé à se dégrader progressivement ici au Cameroun. Il va donc découvrir qu'entre-temps, quand sa femme va les dimanches dans sa famille avec le premier enfant, qui a aujourd'hui 14 ans, c'est pour que l'enfant aille rencontrer son géniteur de l'autre côté. Elle lui crée toutes les misères dans le foyer et récemment, elle l'a abandonné avec les enfants et elle est partie. Il est donc totalement désarçonné, désarticulé. Il demande quelle est la position qu'il devrait adopter. Qui l'a abandonné avec les enfants? La mère de ses enfants, elle est partie. Elle l'a laissé avec les deux, mais elle a pris le premier dont il s'est occupé depuis une douzaine d'années, elle l'a remis au géniteur. Et j'ai intitulé « Il a brisé sa vie pour un mauvais amour ». C'est compliqué, hein? Alors, commençons un peu par Ibrahim. C'est pas... Alors, le monsieur a d'abord vu la dame. Ils ont fait un deal, parce qu'en fait, c'était un deal. Ouais. Apparemment, donc, pas apparemment. La dame n'a pas respecté ces deals. À qui la faute, sachant quand même que nous sommes en situation sentimentale? Fafa, ici, les sentiments. Les plus grandes décisions de la vie d'un homme, on ne les prend pas sur la base de ce qu'on sent. Le sentiment, c'est si de propre, c'est qu'il est variant dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on aime beaucoup son partenaire, on veut passer beaucoup de temps avec lui, on veut seulement lui parler. À un moment, même sa propre tête nous énerve, on ne veut pas entendre parler de lui. Et donc, des décisions comme les plus importantes, comme celles que ce monsieur a dû prendre, ne devaient pas se prendre exclusivement sur le fait qu'il pense que la première qu'il a vue ici, la Camerounaise, l'aime bien et qu'elle va supporter le fait qu'il sera en Belgique avec une autre femme qu'il a épousée, qu'il va prendre ses enfants à elle, qui sont de ses entrailles, qui vont devenir les enfants de la Belge, et qu'elle va rester ici au pays.
Parfois ici, c'était un schéma difficile à analyser, à entrevoir. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passait dans la tête de cette Camerounaise lorsque lui, il est marié. Et c'est pas un mariage, un faux mariage du genre on s'est marié en Belgique, on est allé à l'état civil et puis c'est fini. Non, il est venu avec la Belge ici. Les familles ont accepté. Il est reparti avec la Belge. C'est lui qui a fait ça. La rancune que ça a créée dans le cœur de la Camerounaise, là, je crois que c'est dès cet instant. Ça peut dater de 2, 3, je ne sais pas combien d'années, mais dès cet instant, moi je ne suis plus sûr que cette Camerounaise-là le portait encore bien dans son cœur. Les événements qui ont suivi, à mon sens, ne sont que la conséquence de... Vous savez, quand il n'y a pas de communication, beaucoup de personnes peuvent développer ce qu'elles pensent dans leur tête, leur argumentation. Honnêtement, je sais que ce monsieur traverse quelque chose de difficile. Moi, je l'encourage à prendre une pause, à se ressaisir et à reconstruire sa vie. Mais c'est quelque chose dont lui-même, il a un tout petit peu cherché. Il n'y a aucune femme qui peut accepter que je t'ai fait des enfants, tu es parti avec mes enfants, tu es venu avec une autre dame, tu l'as épousée devant. Que tu ne connais pas les femmes. Tu l'as épousée ici au Cameroun, avec l'accord des deux familles, et puis tu es reparti avec elle, et tu vis avec elle, et même mes enfants sont devenus ses enfants. Moi, dans tout ça, je suis devenu quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Dans tout ça, elle est devenue quoi? C'est donc normal qu'à un moment, elle dit qu'elle en a marre. Elle appelle la Belge, elle lui dit, écoutez, c'est mon mari, et puis ce sont mes enfants. C'est pas ton mari, et c'est pas tes enfants. Ça, les enfants ne sont même pas partis. Elle a stoppé la procédure. Voilà. Le cœur ne pouvait plus supporter, Blériot. Paul, toi, au-delà de tout, est-ce que ce monsieur, lui aussi, n'a pas comme joué avec du feu? Oui, il a certainement joué avec du feu. Mais cette histoire, il y a des non-dits dans cette affaire. Je présume aussi. Ce que beaucoup d'Africains font, surtout ceux qui sont dans la diaspora, c'est qu'ils mènent généralement une double vie. Et ils ne se déclarent pas. Les femmes de la diaspora. Presque tous. Les hommes de la diaspora. Les femmes nous écoutent, il ne faut pas qu'elles entendent ça. Oui, non, mais ils doivent bien entendre. Il faut qu'elles mènent généralement une double vie. Ils mènent une double vie, c'est-à-dire qu'il est là-bas, bon, peut-être qu'il veut obtenir... Lui, Paul, je ne vous interromps pas, parce que vous appuyez sur les hommes. C'est vrai que c'est l'homme qui nous intéresse pour l'instant. Les hommes de la diaspora, pour la plupart, ont une double vie, tout comme les femmes qui sont là-bas à la diaspora. Parce que quand ils viennent ici une fois par an, vous parvenez à Yaoundé, vous allez habituer à Kribi, elle est bien mariée là-bas. Oui, exactement, parce que la plupart des Africains qui se marient en Europe, c'est généralement pour des questions de régularisation. Des papiers. Ils cherchent à être régularisés. Et le moyen, avant, parce que les Blancs ont compris ça, ils ont changé un peu les règles. Avant, le moyen le plus rapide, c'était le mariage. Aujourd'hui, le moyen le plus rapide de se naturaliser, de se régulariser, c'est d'avoir un enfant d'un parent du pays d'accueil. Donc, il y a des non-dits dans cette affaire. Il y a des non-dits. Parce que pour faire un regroupement familial, la loi l'autorise en France et en Belgique, on n'a pas besoin d'aller se marier. Si vous vivez, vous travaillez, vous avez un travail, vous avez une situation financière stable, vous êtes en droit de demander un regroupement familial. Donc, nul besoin d'aller contracter un mariage blanc ou un mariage... Donc, le monsieur devrait d'abord dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette affaire d'adoption d'enfants. Il y a beaucoup de trafic derrière. Bon, je ne voudrais peut-être pas arriver jusque-là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ces affaires d'adoption d'enfants par des couples. Donc, le monsieur a joué avec le feu, tout simplement. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il ne devrait pas venir se marier au Cameroun. Peut-être que la Belge a exigé qu'il vienne se marier. Peut-être. Au Cameroun. Donc, il était pris entre deux feux. Ça, c'est la première des choses. Il se serait bien marié en Belgique et informer sa femme que je suis polygame. Mais sauf que... Informer quelle femme? La Belge? Ah, d'accord. La Camerounaise, parce que si c'est la Belge, je vais te dire... Non, là-bas, la polygamie n'est pas autorisée. Peut-être celle qui était ici, elle était avec lui pour des raisons économiques. Et le lien fort qu'il y avait pour que le gars continue à envoyer de l'argent, c'est les enfants. Peut-être qu'elle s'est sentie lésée si les enfants partaient,
elle s'est dit, alors là, le lien économique va s'arrêter puisque le monsieur n'aura plus une obligation d'envoyer de l'argent tout le temps. Donc, c'est une histoire assez complexe. Généralement, alors, quel conseil vous donnez à l'homme? Parce qu'il est maintenant aux abois. La dame même est partie avec le premier enfant qu'il avait pourtant reconnu. Il a abandonné avec les 2 autres enfants. Entre-temps, le monsieur dit aussi au Cameroun, il est revenu. Sa situation financière a dégringolé. Qu'il refasse sa vie. Qu'il refasse tout simplement. Aussi simple que ça. Oui, parce que... Et qu'il tire les leçons. Qu'il tire les leçons, parce que... Et qu'il sache qu'on ne peut pas passer la vie à jongler. Non, du tout. Parfait. Quand une personne ne veut plus de vous, parce que là, Blériot l'a dit, la dame s'est, entre guillemets, remise un peu avec son... Puisqu'elle va souvent le voir. Ce n'est pas entre guillemets. Bon. Quand tu vois comme ça, elle sait... voilà. Donc, quand une personne a décidé de vous quitter, il ne faut pas s'agripper. Sinon, vous vous feriez plus mal. Merci. Il vaut mieux qu'il essaye de refaire sa vie. Peut-être qu'il retourne, s'il est encore jeune, s'il a encore la force d'aller travailler, il peut retourner en Europe et refaire carrément sa vie. Vanessa, vous êtes une femme, ça tombe bien, parce qu'il faudrait quand même aussi avoir la vie de la femme, hein, parce que pour certains hommes qui nous regardent, ils peuvent penser que cette dame, elle est quand même malhonnête, parce qu'elle a été d'accord au départ de l'action, du deal. Et Dieu seul sait, pour ces gens qui sont en Europe, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils ont souvent eu à faire des deals ici au Cameroun, les deals les plus incroyables. Votre réaction? Voilà, longtemps, on va certainement dire que la femme est malhonnête. Déjà, un peu méchante aussi. Méchante, oui, un peu méchante. Mais le problème revient de ce que les femmes ont l'habitude de faire ou de penser. Ça relève de la mentalité. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a les filles qui sont prêtes à accepter un monsieur qui est de l'autre côté, même s'il n'est pas là présent. Mais du moment où il m'envoie son argent tous les mois, où il s'occupe de mes enfants, je suis là, j'accepte cette position. Or, c'est un problème qu'il faut dénoncer. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette pratique. Les femmes ont réduit, je ne sais pas, la relation à rien. Elles préfèrent rester là, elles mènent une vie de débauche, parce qu'il est clair que si un monsieur est de l'autre côté, tu n'es pas quand même une femme, une vierge Marie qui va rester attendre 52 ans pour qu'il revienne. Il y a certaines femmes qui vont vous dire là que non, parle pour toi. Non, ça c'est faux. Moi, je suis avec un mec qui est en Europe et je lui reste... Je suis fidèle. Non, elle n'est pas fidèle, ça c'est faux. La femme qui le dit, elle ment. Ah, ça c'est une femme qui parle. C'est quelle fréquence? Si le mari vient 2 fois par an, c'est pas non, monsieur, je demande, je ne suis pas une femme. Non, même si c'est 2 fois par an, ça ne suffit pas vraiment. Ça, il faut pas qu'on se mente. Je voulais que tu le dises. Une femme a besoin de son homme près d'elle. Du moment où tu t'engages à être avec un homme, tu dois accepter être avec lui. Mais s'il est de l'autre côté, ça veut dire que tu le trompes avec quelqu'un d'autre. Et le jour qu'il revient, oui, tu lui accordes ce plaisir. Alors, je vais bien comprendre. Hein. Oui. Donc, toutes les filles et toutes les femmes qui sont ici au Cameroun et qui ont leur mec ou leur mari en Europe, toutes ces femmes trompent leur mari? Selon moi, oui. Parce que si c'est moi, je le ferais. Mais en Europe, c'est pas, pour ajouter, en Europe, c'est pas toujours le cas. Hein. Parce qu'en Europe, il y a des gens qui peuvent faire 1 an. Parce qu'en Europe, on ne drague pas comme ici. Là, c'est un autre débat. Oui, c'est pour dire que nous éloigner du débat. En Europe, les femmes peuvent supporter 6 mois, 1 an. On est sûr de rien. Mais ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle sans exception. Oui. Il y a aussi des femmes qui peuvent rester là, attendre le monsieur. Si par exemple, il vient 2 fois l'an, 6 mois, oui, je peux encore accepter. Mais c'est difficile de trouver une femme qui va accepter que mon homme est de l'autre côté et puis je reste là, je les Sainte Vierge en attendant. Il ne faut pas gâcher les relations des gens. Non, je ne suis pas en train de gâcher les relations. Maintenant, moi, je veux aussi tirer un peu sur le monsieur. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à beaucoup blaguer, à beaucoup jouer avec les femmes, jouer avec les sentiments des autres. La femme s'est sentie lésée, comme on a dit ici tout à l'heure. Comme Ibrahim l'a relevé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir me présenter une autre femme et dire que tu te maries avec elle quand moi je suis là. Est-ce que je ne suis pas une femme comme elle? Et ils se sont mariés, et il y avait un grand cortège, les artistes sont venus prester, peut-être qu'elle était on a mangé les bœufs, peut-être qu'elle était dans la salle. C'est très compliqué. Quoi qu'on dise, même si tu as un cœur en fait, tu vas ressentir ce mal. Parce que tu ne peux pas faire des enfants avec un homme et puis
du jour au lendemain, il te laisse pour venir avec une autre qu'il va épouser sous C'est marié sur votre nuit. À un moment, je me dis qu'elle a eu des rancunes, elle a eu peut-être mal au cœur, et elle se dit, il est en train de se jouer de moi. Pourquoi moi, je suis sûre de ce que si le monsieur était parti avec les enfants, comme on le dit, il ne devait plus faire signer la dame. Ça, c'est une réalité. Joseph Zambo, entre les 3 personnes mises en scène, le monsieur, la dame du Cameroun, légèrement la Belge, la sœur de Marc Brice, qui n'a pas peur. Qui a dérangé? Non, en réalité, la personne qui a plus joué le jeu, c'est le garçon. Je le parle en connaissance de cause. Parce que vous avez été dans ce genre de scénario? Non, parce que moi, ma conjointe n'est pas au pays. Donc je connais bien la situation et j'ai des amis qui aussi sont dans la même situation et beaucoup. Ta conjointe n'est pas au pays? Oui, elle ne vit pas. Mais il peut être rassuré. Et parce qu'en Europe, la société n'est pas comme ici. Vous lui restez fidèle? Moi, j'ai pas de problème. C'est-à-dire vous attendez simplement quand elle est là pour aller en balade au Kosovo? Bon, en tout cas, j'ai la chance qu'elle peut être là tout le temps. Tout le temps, elle peut être là tout le temps. Elle peut venir 3 fois l'année, 4 fois l'année. C'est ça tout le temps. Donc toi, habituellement, moi, je pars. Tu utilises seulement ça pour faire pipi? Non, je viens. Elle peut venir et je peux partir. Et il ne s'agit pas de mon sujet. Donc je vous laisse. C'est toi qui nous as dit. C'était pour vous dire que quand je vais parler de quelque chose qui est dans un environnement que je comprends. Pour mon cas, peut-être que c'est pas ça, mais pour ceux avec qui sont des amis, qui sont tombés dans la même situation que le monsieur, habituellement, lorsque les hommes ont leur conjointe au Cameroun, ils ont déjà décidé de faire leur vie, mais quand ils tombent sur une fille ou une femme qui est à l'étranger, ils ont tendance à vouloir dealer avec la femme qu'ils ont ici. C'est-à-dire faire savoir qu'on a eu notre porte-monnaie magique qui est arrivé. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais partir avec elle, je vais me marier avec elle. Ils vont trouver un terrain d'entente. Et habituellement, on fait passer la femme d'ici puisque elle doit toujours être en contact avec son mari comme si elle était la sœur. Ça vient toujours vers des chutes comme ça, la sœur, la cousine et tout. Et les enfants, c'est logique que si l'homme est à l'étranger, le monsieur a expliqué tout à l'heure, le monsieur peut faire le regroupement familial si il est célibataire là-bas et qu'il fasse venir ses propres enfants. Mais s'il est déjà marié à une autre femme, le regroupement familial n'est plus le même. La procédure est différente. En ce moment, il faut que la maman aussi reconnaisse, puisqu'il ne s'agit pas de l'homme uniquement. Donc c'est ça qui va rendre la chose compliquée. Mais comment on ne peut donc pas expliquer à la Belge que quand tu vois là, c'est les enfants de ma autre femme, on est ensemble, mais je veux que... Donc il faut qu'on trouve une astuce pour qu'on fasse monter les enfants et que la femme puisse les adopter. Et habituellement, ça tourne mal. Uniquement au moment où la femme qui est au Cameroun, elle voit comme c'est en train de vendre ses enfants à l'échange de l'argent. On va jeter. Et à la fin, elle décide de rompre le lien qu'elle avait accepté au début et peut-être de tout gâter, où elle commence à faire le chantage à l'homme, d'envoyer un peu plus d'argent que prévu et tout. En tout cas, ça finit toujours mal. Et ce que moi je conseille pour ce genre de cas, c'est que si tu as décidé d'aller à une autre femme, tu libères celle avec qui tu es. Et tu te mets à une nouvelle relation. Il faudrait même d'abord que ce monsieur aille faire le test de paternité pour même se rendre compte si n'en sommes pas encore. Si nous tous nous commençons à faire les tests, vous ne savez pas ce qu'on peut découvrir. Non, mais ils sont déjà dans une situation conflictuelle. Pierre Blériot Niamek, c'est le monsieur qui est venu vous rencontrer. Je présume donc qu'il a besoin d'un conseil. Qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Alors, tout le monde peut chuter. Il a fait un choix de vie. C'est un choix matérialiste. Sauf qu'il n'a pas voulu l'assumer jusqu'au bout. Nous sommes d'options différentes. Si vous êtes matérialiste, il faut être matérialiste jusqu'au bout. Si vous choisissez une femme parce qu'elle a l'argent, vous quittez celle qui n'a pas l'argent. Si vous êtes matérialiste, c'est-à-dire vous, c'est l'argent qui vous conduit. Tu ne peux pas jouer, tu es matérialiste et tu joues. Donc, si vous voulez être matérialiste jusqu'au bout, son affaire de « j'aime trop mes enfants », tu allais toujours retrouver tes enfants. Les enfants n'ignorent jamais le père riche. Les enfants oublient seulement le père pauvre. Tu comprends là ici? Je comprends. Si tu laisses les enfants partir, tu deviens riche, ils vont savoir que tu es leur père. Si tu deviens pauvre, on va te les prendre comme on est en train de les prendre là maintenant. On prend un. Lui parlait de texte. On va venir. Si l'autre père veut même reprendre même tes enfants d'ici,
et qu'il a une meilleure situation, sa femme va lui dire, va nous prendre aussi, son mari va dire, va nous prendre aussi les deux qui sont là-bas. Ils vont te prendre les enfants. Maintenant, comment reconstruire ta vie? Tu as une option à prendre. Tu te réconcilies avec ta Belge. Oui, puisqu'ils n'ont même pas encore divorcé, le processus est en cours. Tu lui demandes pardon. Tu lui dis que j'ai laissé la Camerounaise avec ses enfants. Tu lui donnes ses enfants. Tu pars en mariage. C'est lui qui va Tu pars en Non, quand tu es matérialiste, tu n'as pas à dire ma dignité a fait que non. Tu es serviable. Tu pars en mariage, tu travailles ce qui a causé ta chute. Parce que l'amour finit aujourd'hui parce qu'il n'a plus d'argent. C'est clair. Donc tu rentres maintenant chercher ce que tu avais avant. La femme qui t'attendait souvent. Vous savez parfait ici. Si vous aimez une femme et vous vous rendez compte qu'elle aime votre porte-monnaie, cherchez d'abord l'argent. Cherchez d'abord quoi? L'argent. Parce que si vous continuez seulement à l'aimer et le porte-monnaie diminue, vous allez voir comment l'inversion va se produire. Et son amour va diminuer. Son amour va diminuer à la mesure de la diminution de votre porte-monnaie. Ça, c'est compliqué, hein? C'est brutal, mais c'est comme ça. Vrai. Lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Ah, Vanessa, tu aurais été prévenue. Hein? Oui. Bonjour, c'est Anaël. La femme sur le plateau, nous comprenons que c'est une femme infidèle et qui ne conçoit pas qu'en l'absence de son homme, elle peut supporter, elle généralise, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Ça a commencé. Alors, les femmes fidèles qui vont te laver. Les femmes fidèles vont te laver, mais calme-toi. Calme-toi. Bonjour le plateau. Pour le problème du monsieur et de sa femme, et c'est à mon avis les femmes se jouent de nous. La plupart du temps, si elle sait et est convaincue que l'homme l'aime, alors elle se fait de l'autre. C'est pas ce qu'il crie. Hein. Alors, on prend notre message un peu plus digeste. Bonjour, chers aînés, monsieur Haïssi et consorts. Concernant l'attitude de la femme, est-ce qu'elle n'aurait pas eu meilleure proposition de la part du père du premier geste? La femme est calculatrice. Merci. C'est Marcel depuis Kribi. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au panel. Bonjour au Diaro de la modération. Parfaitement d'accord avec le consultant Niemek. Et dommage de dire que ces chefs n'expriment aucune légitimité. Aucun d'eux n'a compris. Vraiment, ce n'est pas le thème. Hein. Nous parlons... Mais on n'avait pas encore parlé de ça. Tu n'avais pas encore lu les messages. Non, nous lisons les messages de la dénonciation. Pour les chefs traditionnels, nous allons revenir grandeur nature en fin de semaine dans une émission très appropriée. Voilà. Bonjour le sac de modérateur et à mon tonton Blériot et à ton panel. Moi, quand je viens au pays et que je rencontre une fille, je suis cash et clair. Je suis marié. Si tu veux bombarder le Kosovo, ça ne me dérange pas. Okay, brutal, hein? Oui. On mange la vie, comme on dit au pays. Je n'ai pas de numéro de téléphone à donner ou des réseaux sociaux. On s'amuse au point. Je ne suis pas obligé de bombarder le Kosovo. C'est un message qui vient de plus 33. C'est la France. Ouais. J'espère que les femmes écoutent. Hein? Les femmes écoutent parce que tu es là. Oh, mon Bengui c'est arrivé. Mon Bengui c'est arrivé. Tu bats tous tes petits gars ici au pays. Oh, bonjour, espace miné. Le monsieur de la dénonciation s'était installé en Belgique, le pays de Marc Brice. Certainement que lui aussi n'avait pas peur des taux. Sauf que quand on n'a pas peur des taux, il faut avoir les moyens de sa politique. Maintenant, il a sorti la calculatrice pour savoir s'il va se qualifier. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Autre message ce jour. Hein? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut te faire de passer une bonne journée, tant mieux, Pancras de Guidère. Qu'est-ce qu'elle dit? Concernant la dénonciation, ce monsieur subit tout simplement le karma. Il a failli se foutre d'une Belge qui, elle aussi, est l'enfant d'une personne pour obtenir des papiers. J'espère que cette histoire va également servir de leçon pour tous ceux qui partent illégalement en Occident.
Il faut que les Camerounais apprennent à faire des choses selon les règles de l'art. Il a joué avec le feu, il a fini par se brûler. Celle du Cameroun, là, elle-même, elle acceptait pourquoi on sent une croqueuse des diamants. Qu'elle sache qu'elle va aussi payer son karma. J'aurais souhaité qu'elle tombe sur un malhonnête, comme chez tout. Incroyable. Autre message ce matin. Voilà alors un chétou benguiste. Décidément. Et qui s'est fait nickmétiser par la mère de ses enfants. On ne pleure pas. Incroyable. Autre préoccupation ce matin, tu perds toute crédibilité quand tu parles d'Eto Blériot. Et pour l'autre qui dit que Eto a deux fesses entre deux chaises. Et il est important qu'il sache que Eto est camerounais et le restera. Quand vous ne respectez jamais vos icônes, vous trouvez les excuses à un blanc. Ça démontre votre petitesse face à un blanc. C'est dommage que nous en sommes encore là. Aujourd'hui, c'est Alain qui envoie cette préoccupation. Lui aussi, il est un blanc puisqu'il s'appelle Alain. C'est un blanc. Allons une fois de plus au plus 33. Hein. C'est un message de la France. Bonjour Perfecto et à ton panel. La dénonciation d'aujourd'hui est très importante pour être réduite sous le prisme d'une envie singulièrement égocentrique. À la réalité, la dame sur le plateau est passée à côté de l'essentiel. Sa matrice d'analyse est naïvement hostile aux engagements à distance. Vanessa a été dit. Parce que tu vois un gars qui est en bain. Et tu viens lui dire sur le plateau que sa fille, Sangaki, là ici au Cameroun, le Trump. Si tu ne sais pas, certaines personnes, il y a eu des attaques là-bas en France, en Belgique. Il y en a même qui sont en train d'appeler leurs femmes en ce moment que faire des vidéos. C'est parce qu'elles veulent vivre le rêve. Il faut qu'on soit réaliste. Alors toi, tu es réaliste. Donc arrêtez un peu de faire comme les saintes vierges. Alors que... Mais bon, chacun a son avis en tout cas. Il continue en disant, et elle devrait savoir qu'en fonction de la maturation d'une relation, les priorités imposent qu'on reste focus sur les objectifs. Chez nous, en Afrique, la notion de partenaire de vie perd de plus en plus son sens parce que les gens sont irresponsables et incapables de tenir à leurs engagements. Aussi, que fera-t-elle d'un couple qui a vécu plus de 10 ans ensemble et que par la suite un des conjoints se retrouve à l'autre bout du monde pour des besoins professionnels. Au-delà des nécessités kosoviques, il y a des couples qui s'organisent bien. Il y a plusieurs variantes dans cette histoire et être autant péremptoire, c'est mal connaître ce dont il est question. Docteur Fabio Tama. Ah, tiens, docteur, prends le cardio. Toutes nos excuses pour des personnes qui ont été heurtées. Oui, mais parfait, tu as tout à fait raison. Ouais, Blériot n'enfonce pas. Non, au contraire. Non, soyons honnêtes. Elle a peut-être... et elle a même corrigé. Il y a des femmes ici... Il a dit qu'il y en a qui... Il y a des exceptions. Non, qui vivent longtemps sans... Encore que chez la femme, c'est la permanence du rapport qui crée le besoin, le désir. Si une femme a déjà une fréquence... Il y en a même qui vivent, il y a des doigts là qui se voient une fois par mois. Bien sûr. Il y a aussi des hommes qui vivent avec leur... Parce que quand on fait ça, ce n'est pas parce que toi, ta femme est dans la maison, tu es dans la maison avec ta femme qu'elle ne peut pas te tromper. Bien au contraire. À force de chauffer une marmite que tu n'arrives pas à faire bouillir, elle peut aller donc compléter ce que tu ne fais pas. Donc, je crois que la fidélité est un principe qu'on se donne, surtout pour les femmes. Hein. C'est vous qui vous devez être comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous verrez que parfait. On n'a plus de temps je suis un peu d'accord avec elle parce qu'au Cameroun, nous vivons dans une société hyper sexualisée. Vous pensez que chez les Blancs, c'est pas hyper sexualisé? Non, en Europe, si vous partez en Europe actuellement, les gens portent des grosses doudounes, tout ça, donc il n'y a pas... Et personne porte des gros doudous quand il n'y a pas de sexe? Et puis là-bas, je vous disais, on ne drague pas comme ici. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas dans la rue, vous voyez une belle femme, vous... Est-ce que vous êtes obligé de draguer? Non. Il y a même des ethnies ici où on ne drague pas. Vous trouvez une femme quelque part, vous la draguez. Sauf que là-bas, c'est pour ça d'ailleurs, et je crois que le président a très bien fait de mettre une loi dans le code de famille qui dit maintenant que dès que vous faites le toqué porte là, vous pouvez aller inscrire au mariage. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens descendre ici. En ces périodes, il y a décembre, novembre, décembre, en début d'hiver, janvier, pour venir se soulager à outrance. Parce que là-bas,
Ils vont même faire des toquets portes. Et ils ont donc leurs marionnettes ici. Oui, leurs marionnettes. Pour venir jouer. Exactement, c'est ça. Et c'est là même le nœud de la dénonciation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici qui ont été brisées dans cet élan de choses. Mais elles doivent continuer à être brisées. Oui, mais il y a plein qui sont venus. Elles ne veulent pas Il y a plein qui sont venus, oui, qui sont allés se présenter aux familles, c'est-à-dire faire le toquet porte, pour dire, bon, je suis là. Oh, le gars, il n'est là que pour l'instant présent. Pour l'instant, pour un voyage au Kosoval. Bon. Donc, le législateur camerounais a bien vu ça. Apparemment, l'expression est en train d'être adoptée. Hein, oui, mais c'est même un mot ça va entrer dans l'Académie française. Voilà, parce que le bombardement du Kosovo. Donc maintenant, les filles doivent savoir que quand vous avez des gens comme ça, quand il arrive, il va... Il est juste pour le Kosovo. Oui, il va se présenter à la maison. Il faut dire qu'il est juste pour le Kosovo. Vous allez inscrire le mariage. Parce que la loi dit maintenant que dès qu'il y a le toquet, vous pouvez aller inscrire le mariage. 10h, 11h52, espace miné. Qui dit mieux? Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. À l'approche de la Saint-Valentin, avez-vous pensé à... Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante,
et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. C'est donc une affaire des démineurs. Comme vous le savez, nous sommes mardi entrepreneuriat. On a dit en début de ce programme que ce jour, le volet collaboration, mais également compétences en entreprise. Ces deux volets vont nous intéresser. Quel est le regard que vous posez sur la compétence et la collaboration en entreprise? Les deux attitudes peuvent-elles en réalité cheminer ensemble? Comme d'habitude, on va passer la parole à Joseph Zambo qui nous plante d'abord le décor. Alors, Pafa, ici, l'entrepreneuriat étant déjà quelque chose qui intéresse de plus en plus les Camerounais, il faudrait déjà que les gens sachent que la collaboration la relation entre la collaboration et la compétition n'est pas un jeu de yin et de yang. C'est quelque chose de plus intéressant et qu'il faut accorder une importance très capitale. Donc, la collaboration ici, c'est lorsque des entreprises partagent des expertises et décident de les mélanger afin de porter le projet. Par exemple, lorsqu'on voit nos téléphones portables, il y a une entreprise qui fait par exemple les batteries, l'autre fait des micros, l'autre fait des coques, et puis il y a une grosse collaboration qui se met derrière et les deux fabriquent un téléphone portable ou les croix. Donc il y a des grosses collaborations qui se font dans la plupart des projets porteurs qu'on voit dehors, et sans la collaboration, c'est déjà impossible. Ça, c'est la collaboration entre entreprises. Oui, entre entreprises, il y a même entre collaborateurs. Ça, c'est le partage. C'est celle-là qui nous intéresse beaucoup, hein? La collaboration au sein de l'entreprise. Là, même encore, c'est la plus récurrente, puisqu'il y a déjà collaboration entre le patron et l'employé. Tu ne peux pas prendre un employé qui n'est pas intéressant pour toi. Et c'est pourquoi, c'est vrai, sous d'autres langages plus respectueux, un patron appelle ses employés mes collaborateurs. Ça, c'est pour les respecter. Et en plus, c'est même ça en question. Parce qu'en fait, il faut mettre en place beaucoup d'idées, beaucoup de cerveaux, beaucoup d'expertise pour porter un projet d'entreprise. Et ça va aussi de même auprès des compétitions. La compétition ici permet aux personnes et aux entreprises justement de pouvoir innover leur activité, de pouvoir se mettre dans des défis où chacun doit présenter son savoir-faire, où chacun doit présenter sa plus-value. Donc ça ressort de la plus-value. Ce n'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Mais au contraire, c'est un mécanisme ou un moyen par lequel des entreprises se jugent et chacun essaie de pousser encore plus loin son projet ou son idée. C'est exactement ça. Et puis on va continuer de développer. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, nous avons donc deux aspects essentiels dans la vie de nos entreprises. D'un côté, nous avons la collaboration et de l'autre, nous avons la compétition au niveau des employés. De temps en temps, beaucoup estiment que dans une entreprise où il y a une certaine compétition, la collaboration meurt. C'est une erreur de penser ainsi, pasteur, ici, parce que il faut déjà dire que lorsque vous décidez de recruter des gens, c'est parce que vous avez compris l'importance de la notion du cerveau collectif. C'est-à-dire que vous admettez que pour pouvoir transporter votre entreprise là où elle est, pour des résultats un peu plus intéressants, votre cerveau à vous seul, votre bras à vous seul est insuffisant. Par conséquent, vous avez besoin d'autres experts avec d'autres connaissances pour qu'ensemble vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Comme le disait ce sage, seul le travail en équipe permet à une personne ordinaire d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, d'entrée de jeu, une entreprise qui est sérieuse va dans un sens de collaboration. Les collaborations entre les patrons et les employés, les collaborations entre les employés, les collaborations entre les subalternes et leur hiérarchie. Bon, maintenant, il arrive également, parfois ici, que c'est d'abord l'esprit qui doit rester dans une entreprise. Malheureusement, lorsque vous lancez un projet et que vous commencez à appeler des uns et des autres pour travailler tout autour de projets, il y a ce qu'on appelle la lutte de pouvoir ou des positionnements. Automatiquement, il va se former des clans
et des groupes. Tout le monde va chercher dans son positionnement à s'approcher un tout petit peu du chef ou de celui qui a le pouvoir ou de celui qui gère les finances. Et de créer des liens d'affinité, d'intimité avec ce monsieur-là pour jouir de certains avantages. En ce moment-là, instinctivement, il va s'installer une forme de compétition. Pourquoi est-ce qu'il a plus de facilité avec X qu'avec Y? Mais en même temps, la compétition n'est pas toujours mauvaise lorsqu'elle est bien encadrée. Dans un sens où on a pris une équipe à qui on a donné un objectif commun. Écoutez les gars, voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Voilà ce sur quoi il faut travailler. Mais sauf que je veux vous encourager à vous dépasser avec des performances individuelles. Il y a l'objectif collectif, il est commun, nous devons atteindre ça, nous devons réaliser ce chiffre d'affaires. Mais ceux qui, je dis une bêtise comme ça, tous les commerciaux devraient par exemple nous vendre 1000 pièces par mois. Mais celui qui atteint 1200 pièces, eh bien, écoutez, j'ajoute 20% à son salaire, de son salaire, sur ce qu'il va recevoir. Ça, c'est pour réveiller la capacité à innover, à se développer, à faire plus que les autres, parce qu'en réalité, il ne cherche pas à combattre son collègue, il cherche simplement à gagner un peu plus dans ce qu'il a déjà comme base salariale. Merci Ibrahim. Paul, vous qui êtes également chef d'entreprise depuis un certain nombre d'années, dans bon nombre d'entreprises, lorsqu'une compétition s'installe, habituellement, ça va dans tous les sens. Ibrahim a été très technique en disant lorsque la compétition est bien encadrée. Avez-vous l'impression que cette compétition en entreprise est toujours bien encadrée? Parce que dans certaines entreprises, il y a des compétitions qui peuvent entraîner même la mort. Oui, dans le cas précis de la question que vous posez, c'est un rôle qui revient au manager, qui est le directeur, qui doit savoir tirer le meilleur de ses collaborateurs de façon saine et également savoir récompenser au juste effort des uns et des autres, parce que la collaboration et la compétition ne sont nécessairement pas opposées. Quand elles sont saines. Quand elles sont bien encadrées. Quand elles sont bien encadrées. Elles peuvent même être complémentaires. Mais sauf qu'en Afrique, les gens confondent collègues et amitié et famille. Quand vous venez à Info TV, monsieur Parfait, vous ne venez pas dans votre famille. C'est clair. Donc, vous ne cherchez pas des amitiés ici. Oui, certes, des amitiés peuvent naître, même des amours et tout ce que vous voulez. Mais non, le PDG n'a pas d'amour ici. Oui, peut-être ça peut. Ça peut. Non, je voudrais te préciser. Oui, mais il ne peut pas empêcher. Il empêche. À Info TV, dorénavant, pas d'amour. Bon, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la formule qu'il utilisera. Est-ce qu'on sait où on tombe amoureux? Mais pourquoi on va laisser contre ce que le PDG a dit? On a réunion bientôt. Je pense parce qu'on ne sait pas où on peut trouver ça. Je vous rappelle que le PDG regarde cette émission. L'endogamie peut être permise. En fait, elle n'est même pas permise puisque vous ne savez pas comment les liens naissent. Donc, c'est parce qu'en Afrique, dont les gens confondent un certain nombre de choses et mêlent les sentiments au niveau professionnel. Dans le niveau professionnel, c'est comme vous, monsieur Parfait, ici. Si Espace Miné, c'est la plus grande émission qui attire le plus grand nombre, qui fait le plus grand chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est une poule aux œufs d'or. Ça veut dire que vos collaborateurs, c'est-à-dire que ceux qui collaborent dans cette émission, ceux qui la préparent, ceux qui la mettent en musique, il doit avoir une saine compétition pour que vous présentiez le meilleur produit à vos téléspectateurs. Et ça engrange de l'argent. Donc, la compétition et la collaboration sont d'ailleurs très nécessaires pour l'évolution d'une entreprise. Parce que si la collaboration est malsaine, vous avez pris un exemple très pertinent tout à l'heure en début d'émission en disant, vous pouvez ne pas être amis, mais quand vous êtes en antenne, vous devriez jouer le jeu. D'accord? Parce que les téléspectateurs s'en foutent de votre arrière-cuisine. Ils veulent une émission, si elle est ludique. Ah, ça c'est une mauvaise collaboration avec Néo. Très mauvaise collaboration.
Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Nous avons été victimes d'une coupure d'électricité. Nous fonctionnons maintenant avec notre générateur. C'est lui, Paul Touah, qui avait la parole. Il la reprend et il chutera. Donc, je disais tantôt que les gens doivent être, quand les gens viennent en entreprise, ils doivent savoir qu'il y a une compétition assez farouche, parce que les uns et les autres veulent taper sur l'œil du manager, veulent améliorer leur salaire. C'est des éléments qu'on pose sur la table à un moment donné. Dans mon entreprise, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'avais recruté beaucoup de femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus dynamiques, elles sont beaucoup plus travailleuses. Beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus travailleuses. Vous êtes sérieux là, le Oui, c'est de parler. Très sérieux. Quel dynamisme il cherche son activité. Très sérieux. C'est ce que je vous dis, d'ailleurs. Et vous verrez que partout où les femmes ont géré des États, ces États ont été bien gérés. Mais malheureusement, il s'est installé une compétition malsaine du fait que il y a des personnes qui se sont rendues très disponibles. D'accord? Donc quand un directeur va à une réunion, il a besoin d'un collaborateur, d'une collaboratrice qui va prendre des notes, qui va faire un compte rendu après et tout ça. Donc, vous vous habituez donc aux personnes qui sont beaucoup plus disponibles et vous faites avec eux. D'accord? Et ça a installé une mauvaise compétition que j'ai pu rattraper plus tard, parce que je m'étais rendu compte que nous dévions déjà de nos objectifs. Ouais? Très bien. Donc, c'est pour ça que on devrait d'ailleurs passer par le biais des formations internes pour pouvoir assainir le milieu dans lequel on se trouve, pour que la collaboration et la compétition ne soient plus antagonistes. Merci. Pierre Blériot-Niamec, sur ce plateau, ils sont nombreux qui pensent que la collaboration et la compétition, en réalité, devraient même être complémentaires. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que dans bon nombre d'entreprises, cette compétition et cette collaboration ne puissent pas faire bon ménage? Alors, une seule personne fait que cette compétition et cette collaboration ne fassent pas bon ménage, c'est le manager. En fait, beaucoup de managers devraient être formés. Observez un peu les corps qui fonctionnent assez bien. Je vais vous prendre l'exemple du corps de la magistrature. Les aînés sont éternellement les aînés. Les cadets sont éternellement les cadets. À moins qu'un aîné commette une faute lourde qui entache sa propre progression. Parfait, ici, un corps qui fonctionne mal, le corps des journalistes. Oui, je vais te dire, vous ne pouvez pas confier à Parfait ici de former des jeunes journalistes, alors que dans votre idée, vous voulez prendre quelqu'un là pour en faire son chef. S'il le sait par expérience, il ne leur donnera pas toutes les armes. Et quand vous voudrez donc en faire son chef, vous aurez un mauvais chef. C'est pourquoi je le dis. Chez les journalistes, il n'y a pas l'école des pairs. Ouais, on ne respecte, on ne vous a pas donné des titres pour qu'on sache que non. Un jeune journaliste sorti de l'ESTIC dit que, parfait journaliste, je suis aussi journaliste. On nous appelle tous journalistes. Il n'y a pas de grade. C'est vrai. Celui qui t'a formé, demain on te donne le poste de chef et tu le traites comme ça. C'est malsain dans l'expérience professionnelle, dans la compétition professionnelle. Il faut donc créer dans les structures de management des postes qui reflètent la qualité de l'expérience acquise, de la compétence qui se manifeste chez chaque collaborateur. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire, dès que les gens viennent là, vous dites non, je vous mets là. Et celui qui sera le meilleur. Non, c'est déjà malsain en soi. Il faut segmenter la structure. Et les managers ne le font pas. Ils estiment dans certains corps que tout le monde peut être à la place de tout le monde. Et vous verrez donc ce que ça crée. Si un cadet que vous avez formé peut devenir DG, vous allez travailler à mal former les cadets, à ne pas leur donner les outils nécessaires. La compétition
ne signifie pas l'acharnement. Oh, malheureusement. Quelques managers eux-mêmes travaillent contre eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, ils appellent certains, il leur dit, faites tout pour faire tomber tel. Parce que, oui! Un manager. Un manager, parce que c'est toi que je veux mettre là. Mais c'est un mauvais manager. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a aussi qui associent cette affaire de collusion sexuelle avec les collaborateurs. Ils vont soit avec les hommes entre eux. Ça, c'est très toxique. Oui, oui. Parce que si alors le manager est dans le bilinguisme, parce qu'il paraît que maintenant, dans le bilinguisme, il y a un amour plus fort. Si vous avez des collègues qui vont avec le patron, mais ils ont une outrecuidance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des patrons recto-verso. Oui, il y a des patrons recto-verso. Donc, ces collusions sexuelles font que quelqu'un qui donne un ordre se voit dévoyé ou dépassé par un contre-ordre venu des sphères d'en bas. Donc, ce n'est pas une saine collaboration. Les patrons doivent travailler à la promotion de l'entreprise. Et pour cela, ils doivent créer un climat qui fasse en sorte que quand les gens travaillent, qu'ils sachent que tous travaillent pour la réussite de la structure et que les efforts individuels peuvent être récompensés. Ils ne doivent pas être pris comme des armes contre la structure. C'est pour cela que les gens vont chez les marabouts parfaits ici. Parce que si je peux transformer la tête du patron pour comme un homme, j'irai donc voir les marabouts. Tu vas manger la tête du patron sur le marabout. On a donc des patrons, tu ne sais plus s'il est patron. Tu ne sais pas ce qu'il... Lui-même ne sait pas ce qu'il fait parce qu'on n'est plus dans l'entreprise. Si on restait dans l'entreprise, quelqu'un qui saurait que, en dépit des choses que j'irais faire chez le marabout, si on a des carnets, par exemple, si tu pars voir un marabout, je sors par là. Tu es magistrat 3e grade. Moi, je suis magistrat 4e grade, je suis procureur. Tu pars voir un marabout pour qu'on te nomme procureur. Même si le marabout travaille là-bas, Bia ne va pas valider ça. Parce que le procureur de 3e grade ne pourra jamais être... Le magistrat de 3e grade ne pourra jamais être le chef du magistrat de 4e grade dans la même instruction. Cela ne pourra jamais se passer. Donc, si on met ce genre de principe, même si tu as donné tout ton corps au patron, étant journaliste de 1er grade, tu ne pourras pas devenir DG. Parce que la structure ne permet pas. C'est des champs de travaux sur lesquels on doit réfléchir. Merci, Pierre Deriot. Vanessa doit également coller à mon... Je voulais ajouter un bémol à ce que Bléreux vient de dire. Oui, à quel niveau? Il a pris un mauvais exemple, en fait. Parce que les journalistes, c'est un corps artistique. Parce qu'il faut dissocier le journaliste de l'administrateur. D'accord? Parce que le journaliste qui vient ici, qui vous fait un très beau papier, qui est cultivé, et le journaliste qui est sorti de l'école, il a eu son diplôme, il s'en fout. C'est deux choses différentes. Or, le métier de magistrat, c'est un métier extrêmement technique où il faut une expérience. Celui de journaliste n'est pas extrêmement technique. Tu le connais? Le métier de journaliste est un... Je connais le métier de journaliste. Bien sûr. Il consiste à faire les papiers. J'ai été journaliste. Et le journaliste, c'est un métier beaucoup plus artistique. Et c'est au Cameroun qu'on a amené beaucoup plus les journalistes dans l'administration. Je voudrais chuter très rapidement. Je voudrais dire quelque chose. Moi, étant chef d'entreprise, d'accord? Si j'ai dans mon équipe quelqu'un qui est extrêmement compétent, oui, j'aurais du mal à le nommer. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'il reste à son poste de compétence. Parce que c'est là où je tire le meilleur de lui. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens... On pouvait le nommer, mais il fait toujours son travail de compétence. Non. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et c'est un problème qui se pose. Et partout où je suis passé, partout où j'ai discuté avec des chefs d'entreprise, c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui sont extrêmement compétents dans les entreprises, mais qui n'arrivent pas à se faire nommer. Parce que on voulait l'utiliser. On préfère l'exploiter. Ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes dans l'exploitation. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est l'exploitation. Et si on le voit bien ailleurs, il va rester chez vous. Il n'a aucun mouvement de carrière. L'exploitation voudrait, d'accord, que la personne soit sous-rémunérée, qui n'ait pas un certain nombre d'avantages. Non, c'est pas de ça que je parle. D'accord. Je vous prends un exemple. Il a parlé de la très haute compétition actuellement. Si vous avez quelqu'un qui sait vous faire un semi-conducteur, d'accord, et qui maîtrise la théorie pour vous faire un semi-conducteur, il est difficile
que vous le nommez à un poste d'administration. Parce que si vous le nommez à un poste d'administration, il se noie là-bas. Mais il y a un souci entre celui qui est responsable commercial et qui est très puissant et que vous le nommez. Ce responsable commercial s'occupe que de son poste. Et le directeur commercial s'occupe de tout le bureau de commercial. Je préfère l'enlever, responsable commercial, ou directeur commercial, pour que ce ne soit pas que lui qui me donne le résultat, mais qu'il fasse que toute la clique commerciale me donne le résultat. Parce que je vais vous dire... Donc c'est important de nommer stratégiquement. Je voudrais vous dire une chose. D'accord? Il y a des gens qui ont des compétences techniques avérées, mais qui sont nuls en management. Et ça, c'est une autre problème. C'est un autre débat. Alors, c'est pour ça que vous aurez donc du mal à nommer. Ça s'est vérifié au Cameroun. Le président a nommé beaucoup de techniciens qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui sont incapables de gérer. C'est un autre débat. Oui, on passe la parole à Vanessa Kenyé. Vanessa, vous qui êtes justement encore jeune employé, quel est le regard que vous posez sur la collaboration et la compétence en entreprise? Quel est justement dans ce regard que vous posez sur la collaboration et la compétence en entreprise? Alors, moi, je pense qu'en entreprise, il est important de collaborer. Parce que la collaboration, c'est la base. On ne saurait être dans une entreprise où on ne peut collaborer avec les autres. Les chefs, quand on arrive, il y a la hiérarchie qu'il faut absolument respecter. Il y a des personnes qu'on a trouvées avant qui sont là pour nous apprendre des choses. Parce que lorsqu'on arrive, étant une nouvelle personne, on ne connaît forcément pas comment ça fonctionne dans la maison. On est appelé à s'abreuver, à mieux connaître, à apprendre des autres. Et donc, il est important, il est même obligé pour chaque personne qui vient d'entrer dans une structure de pouvoir collaborer avec les autres. Maintenant, pour ce qui est de la compétition, moi, je pense que de nos jours, la compétition, c'est à la base une bonne chose. Si on prend au sens propre du terme, c'est une bonne chose parce que la compétition permet à une entreprise, à une structure, aux personnes qui travaillent ensemble de pouvoir élever le niveau, comme on dit souvent au quartier, c'est-à-dire que de pouvoir se mettre ensemble pour travailler dur et à la fin, on a un résultat probant pour tout le monde. Maintenant, on se rend compte quand même que dans la société ou alors dans certaines entreprises, comme on le disait sur le plateau, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui font une compétition négative. C'est-à-dire que parce que X est mieux que moi et qu'il est mieux vu par le directeur, par le chef, par ceci ou ça, il faut que je fasse tout pour que celui-là soit en dessous de moi. Donc, il y a cette compétition-là. Et si on prend par exemple le cas des femmes, bon, comme je suis une femme, je vais le dire, ça va déranger les femmes, mais c'est une réalité. Non, il faut pas avoir peur. C'est comme ça que j'ai commencé. Par exemple, sur les femmes, au niveau des femmes, on va se rendre compte que dans une entreprise, quand tu arrives, tu es une nouvelle femme, tu es une nouvelle fille qui vient d'arriver. S'il y a peut-être ton chef qui s'intéresse à toi, pas parce que tu es belle en tant que femme, non, mais parce que tu travailles mieux que les autres, tu offres des services que les autres n'ont pas pu le faire avant toi, il va s'intéresser normalement à toi parce qu'il est là pour le bien de son entreprise. Du coup, il va commencer à vouloir travailler avec toi à des réunions, comme monsieur le disait. Après, le Congo, ça va commencer. Voilà, et les filles vont se regrouper, commencer à raconter du n'importe quoi. Alors, on va mettre plus loin. Surtout que toi, tu passes déjà à Espace Miné. Non, je n'ai pas été victime à Info TV, ça je le dis encore. Mais ailleurs, oui. Par contre, je vais revenir même sur le style vestimentaire. Vous allez arriver dans une entreprise où peut-être vous vous habillez mieux que X ou Y. C'est où tout va votre problème en fait. Là, on va commencer à mal parler de vous et la compétition devient négative. On laisse en fait le sujet qui nous réunit, le principe en fait pour s'attarder sur les inutilités. Donc moi je pense qu'il est mieux de pouvoir s'orienter d'une bonne façon et de savoir pourquoi on est dans une entreprise et enfin on pourra mieux travailler. Bonjour Monsieur Parfait ici, ainsi qu'à nos panélistes. Collaboration et compétition iront de nos jours ensemble et indissociable. Lorsqu'en entreprise, le top management devrait impulser sa vision par des objectifs globaux et sectoriels durant une période à laquelle une évaluation peut être faite tant en interne que par des outils de gestion managériale extérieure. La collaboration par une communication socio-professionnelle franche et responsable est le premier levier d'une production et par ricochet la productivité. Ainsi, la compétition, concurrence ou compétence sera un second atout qui impulsera la crédibilité, la pérennisation, l'image et la rentabilité d'une entreprise. Cette compétition est déclinée par des objectifs et pour
pour et non contre son environnement professionnel. Enfin, une collaboration ou une compétition mal exercée entraînera plus des effets négatifs. Merci à vous, c'est Frédéric depuis la cité balnéaire de Limbé. Autre message ce jour, bonjour le panel, c'est Madame Ango Géraldine depuis Douala. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Nyemek. J'ai été victime de ce genre de cas. Je travaillais dans un restaurant ici à Douala. À l'époque, je formais les jeunes recrutés en fin de formation. C'était toujours une nouvelle recrutée formée par moi-même qui cherchait toujours à prendre ma place. Mais Dieu merci, le Seigneur faisait toujours mon palabre. Et aujourd'hui, j'ai ma propre patronne. Il veut dire je suis ma propre patronne et je discute pas de place avec personne. Ce phénomène est très récurrent dans les entreprises. Autre préoccupation, ce matin, nous prenons Willy de Yaoundé. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait, bon débat. Je pense que dans notre contexte, il faudrait que le manager soit vraiment très objectif pour pouvoir bien gérer, car nous sommes encore très en retard et notre appréhension de l'entreprise n'est pas la bonne. C'est pourquoi les uns et les autres vont chez les marabouts. Merci. Autre message, allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur? Ah, Fabio Tama, c'est encore toi, Fabio Tama. Il y a trop de messages. Je ne vais pas lire ce dernier message de Fabio Tama. Je prends un autre téléspectateur. Bonjour, parfait. Parfait, bonjour et à ton panel. En entreprise, la collaboration entre les employés et également l'employé est une clé de succès dans la mesure où collaborer, c'est élaborer ensemble des stratégies pour atteindre les objectifs et la compétition saine en entreprise entre le personnel est une motivation supplémentaire pour innover afin de permettre à l'entreprise d'être leader et l'employeur doit éviter de faire les gratifications discriminatoires sur les bases subjectives. Calice Talon depuis Yaoundé. Je vous annonce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Dieu seul sait que vous vouliez encore dire beaucoup de choses. Je suis désolé. C'est ça qui fait aussi la beauté parfois de l'émission. Merci à Vanessa Kenyé qui était là pour la toute première fois. Lui, Paul, toi, merci. Merci à Ibrahim qui a lancé. Il a soufflé fort alors qu'il voulait encore nous donner notre théorie. Merci à Pierre Blériot, Joseph Zambo. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?